Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour à tous, mon invitée du jour est Catherine Testa. Elle est entrepreneuse, conférencière et auteure. Elle a créé en 2016 le site l'optimisme.com, le premier site mettant en avant les initiatives positives en France. Elle est l'auteure de plusieurs livres, tous déjà des best-sellers, et vient de publier aux éditions Michel Lafon son dernier livre TDAH et alors. Dans cet épisode, elle vient nous parler de sa vie intérieure, très concentrée sur le présent. Là, tout de suite, elle y est à fond en général. Elle nous parle aussi de ce que son diagnostic, le trouble du déficit de l'attention, a changé dans son quotidien. Et on parlera même des Gossip Girls et de Harry Styles. J'espère que vous aurez les rêves. Encore merci à elle pour cet échange très intense et bonne écoute. Bonjour Catherine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous. Donc ici, je vais te poser quelques questions pour essayer de comprendre comment ça fait d'être toi, comment tu fais avec ton discours intérieur, tes émotions et comment tu gères tout ça. Tu es prête ? J'adore l'idée. C'est parti. Alors d'abord, c'est quoi sa matière première ? Elle est faite de quoi essentiellement ta vie intérieure ? Est-ce qu'elle est surtout verbale, visuelle, un peu silencieuse ou autre chose ? Ah, j'ai envie de te dire, elle est très kinesthésique, c'est-à-dire que je suis très dans le ressenti, d'un point de vue général. J'ai beaucoup de pensées en permanence, donc pour moi, il y a beaucoup je dirais d'idées, en fait. Donc ma vie intérieure, elle est pleine d'idées, parfois un peu d'idées stressantes, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est plutôt des idées créatives, en fait. Donc, ma vie intérieure, on va dire que c'est ça. Et beaucoup par contre, beaucoup aussi de lâcher prise et de me laisser aller au sens, en fait. Tu vois, très facilement, j'ai la chair de poule quand j'entends quelque chose, quand j'entends quelqu'un, quand quelqu'un me parle. Même quand il y a des enregistrements de podcasts, de temps en temps, tu sais, mon interlocuteur me dit quelque chose. Donc, je sais que ça vient chercher quelque chose de ma vie intérieure, mais je ne sais pas quoi. Ouais. Tu sens que ça vit. Exactement. Et malgré moi, parce que tu vois, par exemple, la chair de poule, tu peux pas la contrôler. Il y a quelque chose que tu contrôles pas, c'est ça. Et je trouve ça assez intéressant de ce que ça dit de moi, d'avoir ce genre, par exemple, de réaction. Et si tu devais décrire cette vie intérieure par un paysage, ce serait quel genre de paysage ? C'est une super question. C'est marrant parce que moi, ma vie intérieure, je la vois comme quelque chose de très fleurissant, en fait. Je dirais, tu vois, des petites fleurs qui poussent un peu sans arrêt, de façon complètement désordonnée. Ouais, je pense que c'est ça qui se remplit mais j'ai presque envie de te dire qu'il a envie de déborder de l'enveloppe du corps. On va dire ça comme ça. Et si on se concentre sur ton discours intérieur, plus précisément, c'est quoi les thèmes principaux récurrents à la Grande Louche ? Alors, il y a toujours les thèmes qui sont vraiment très ancrés dans le présent. En fait, quand tu as une entreprise, c'est tout bête, mais il y a toujours des sujets d'ordre financier, d'ordre technique, d'ordre d'organisation, managériaux. Ouais, de la vie classique. Et ça, je pense que c'est les seuls sujets qui globalement m'inquiètent, en fait, qui peuvent me donner un ressenti. Pas tout à fait pas tout à fait stable, des petites zones d'inquiétude. Pourtant je suis pas une grosse angoissée de nature, hein. Et sinon c'est beaucoup de réflexion sur la société, sur comment ça s'appelle, le futur aussi, et aussi beaucoup naturellement, j'ai plutôt une composante aussi relativement de gratitude en disant c'est cool, j'ai passé une bonne journée, il a fait beau. Tu vois, j'ai aussi beaucoup ça qui vient me chercher mais il y a des choses, par exemple, auxquelles je suis pas du tout soumise. Peut-être que c'est la maturité, peut-être que c'est l'âge ou des choses comme ça. Je rumine jamais sur des propos. Un tel m'a dit ça, ou j'ai pas du tout ce genre de pensée envahissante sur
de ce qu'il a pu se passer dans une journée. En fait, je vais naturellement bien plus voir le beau des journées. Évidemment, je vais m'inquiéter sur des petites choses du futur vraiment très techniques liées à la position de chef d'entreprise. Mais sinon, ça va être assez, on va dire, assez fluide le reste. Ça, c'est en termes de sujet, et tu l'as un peu évoqué déjà, en termes de temporalité, entre passé, présent et futur, tu passes où la plupart de ton temps? Ouais, je suis très dans le présent. C'est pour ça que je te disais, je reviens très très peu sur le passé. En fait, tu vois, je vais pas me dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire cela. Je suis pas du tout soumise, tu vois, au regret. Et j'ai ce qu'on appelle un peu en anglais du time blindness. Tu sais, je ne comprends pas le temps. Je ne comprends pas, tu vois, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que je suis toujours en fait en train d'être dans l'instant présent. Je suis vraiment profondément en train de vivre. Tu vois, je sais pas même anticiper la prise d'un billet de train. Je ne sais pas anticiper ce que je vais faire demain. Je suis en permanence dans le temps présent. Mes seules pensées qui concernent le futur sont vraiment des réflexions sociétales qui sont plutôt de l'ordre de l'extrapolation tiens, ça serait quoi l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, comme un de mes cœurs de métier, c'est aussi le monde du travail, le bien-être au travail, tu vois. Je réfléchis beaucoup à ça, mais c'est plutôt quelque chose on va dire, de l'ordre du réfléchir et non du ressentir. Mon sentiment, en fait, en permanence de l'ordre de l'émotionnel, il est toujours dans le temps présent. Ça me joue des tours, parce que je sais pas anticiper, je sais pas programmer et je ne sais pas non plus dans le passé. C'est vraiment... et je me dis, c'est peut-être ça aussi qui me sauve en permanence, comme je vis pleinement l'instant présent. Mais du coup, tu vois, par exemple, quand je papote avec des gens, je peux papoter 2 heures, même si j'ai des grosses urgences. Tu vois, je suis toujours, en tout cas, moi, à titre perso, dans le présent. À fond dans le présent. Ouais. Alors là, on était plus sur le discours intérieur. Si on va un peu du point de vue physique, est-ce que tu es plus souvent en mode j'ai bien mal quelque part ou en pleine forme? J'ai jamais mal nulle part. C'est un truc de dingue. Allez, si j'ai mal une fois par mois, peut-être à cause des règles, et encore, en fait, c'est pas du tout tous les mois. Et mon corps, en fait, alors je me dis que je suis chanceuse, alors je touche du bois, on va pas se mentir, j'ai pas non plus 99 ans, donc forcément, mais je suis soumise à très, très, très peu de douleur d'un point de vue général. Pour être honnête, allez, si je prends 2 antidouleurs dans l'année, c'est quelque chose d'assez... Enfin voilà, c'est peut-être mon max en fait. Tous mes médocs périm, machin. Je le racontais récemment à une amie. Je suis allée chez le médecin il y a quelques années. Il y a quelques mois, je n'y étais pas allée depuis 2013. Tu vois, mon médecin généraliste savait même plus si c'était mon médecin généraliste, quoi. Donc je suis pas du tout... Mon corps, il a une forme de fluidité, en fait, d'un point de vue général, probablement parce que mon rapport au temps, comme je sais pas l'envisager, le voir, je suis toujours dans le présent, donc le corps, il a vraiment pas de douleur. Après, quand j'ai des douleurs, c'est par exemple, je vais me fracturer la cheville, genre ça va m'empêcher de bouger, ça va m'empêcher d'avancer, donc on peut se dire, c'est parce que j'en faisais trop. Tu vois, je suis tombée, par exemple, à un moment donné, quand j'étais assez fatiguée par l'entrepreneuriat, je faisais que de tomber dans la rue, un truc de dingue, tu vois. Je tombais physiquement, en fait, c'était un truc de ma boule. Donc le corps, il s'exprime de temps en temps en me disant de ralentir, et c'est vraiment un des seuls symptômes physiques que je peux avoir, tu vois, mais c'est pas de la douleur latente, c'est pas de la douleur récurrente. Donc en ça, je me dis que c'est une énorme chance. Après, j'ai un autre sujet, c'est que le corps, il va s'exprimer en encaissant au niveau nourriture, en fait, plus ou moins, parce que je vais plutôt avoir dans ma réalité, on va dire des comportements alimentaires un peu chelous parce que je sais pas envisager le temps. Enfin bon, il y a tout un tas de sujets là-dessus, mais en tout cas le corps et la douleur, elle existe quasi pas, si ce n'est quand. Attention, faut arrêter. Mais c'est pas de la douleur latente, c'est attention. Tu vois, c'est le corps qui a un jour te dit regarde quelque chose. C'est des petites notifications de ton corps de temps en temps quand tu dépasses un peu les réserves. Oui. Exactement. Et parmi les 5 sens, c'est lequel ton préféré ou celui auquel tu es la plus sensible au quotidien? Alors, je dirais que c'est pas mon préféré, mais c'est celui auquel je suis le plus sensible, c'est le toucher, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue général, tout à l'heure, je te disais, je suis très... kinesthésique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que naturellement mon corps va avoir envie d'aller vers quelque chose ou de ne pas aller vers quelque chose, tu vois, c'est pas de l'ordre visuel, c'est pas de l'ordre de l'auditif, c'est vraiment je vais y aller, je vais pas y aller, du ressenti, les frissons, je te dis, de temps en temps, t'as des gens qui me disent des mots dans des phrases, la chair de poule en fait, et vraiment je sens
les choses. Comme depuis que je suis gamine, je vois l'énergie des gens, tu vois. C'est que je la ressens. C'est pas que je la vois, c'est que je suis vraiment purement dans le ressenti. C'est pour ça que j'ai horreur, en fait, je dirais pas que j'ai horreur, mais j'ai vachement de mal, en fait, quand on me touche ou des choses comme ça. Parce que, comme je suis hyper réceptive à ça, très vite, je vais sentir l'énergie des gens, ça va me poser, plein de sujets. Et, je sais, par exemple, il y a des gens qui vont voir tout un tas qui vont se faire masser, machin, etc. Je trouve ça assez agréable, mais moi j'ai toujours fait vachement gaffe à ça parce que je suis très 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 sensible au toucher. Ouais. Et pour terminer ce petit tour d'horizon de ton ambiance intérieure, est-ce que tu pourrais citer les principales émotions qui font tes journées, celles qui te viennent le plus facilement? Alors évidemment, c'est une alternance, on n'est pas constant. Moi, je suis d'un naturel très enthousiaste et assez joyeux et assez indolent, en fait. Moi, j'ai l'impression d'être dans presque cette maxime, profitons du jour présent, on a de la chance aujourd'hui, il fait beau, qu'est-ce que je sais de ce qui se passera demain, tu vois. Et j'ai vraiment cette notion d'émerveillement, et surtout quand je suis dans des lieux, je suis par exemple très fan de l'Andalousie. Quand je suis en Andalousie, honnêtement, je pense que je suis insupportable avec les gens avec qui je suis généralement, parce que, mais je sais pas, peut-être 40 fois dans la journée, je me dis, c'est beau, je suis contente, c'est beau. J'ai une sorte d'émerveillement permanent que j'ai gardé. Je peux poncer une porte et on n'est pas sur un truc absolument, tu vois, glamour de poncer une porte, tu vois. T'en fous partout, t'as de la poussière, t'en mets plein les yeux, ça fait du bruit, tu vois, ça vibre, il y a à peu près rien qui va ni au sens, quoi. Mais je peux m'enthousiasmer de me dire, c'était cool, j'ai poncé la porte. J'ai une sorte d'émerveillement facile. D'émerveillement facile. Ça peut paraître très enfantin. Et pour moi, je pense que ça me préserve. Parce que je sais que quand je perds cet émerveillement, ça veut dire que je suis inquiète pour X ou Y raison. Mais j'ai quand même ça vraiment en composante de caractère. Alors évidemment, de temps en temps, je peux être inquiète pour X raisons, je sais pas, quelqu'un est malade parce que ceci, parce que cela, mais de mon naturel profond, je suis vraiment, il y a cette notion d'enthousiasme, de joie, de merveilleux qui est très très présent. Enfin, tu vois, je peux regarder mes bouquins rangés, tu vois, par exemple, je les vois devant moi, c'est pour ça que je te le dis, mais c'est qu'ils sont rangés par ordre de couleur. Mais putain, c'est cool les bouquins rangés par ordre de couleur, tu vois, c'est assez curieux, mais j'ai une sorte d'enthousiasme naturel. Écoute, je crois qu'on a là déjà une première vue d'ensemble d'un peu de ce que ça fait d'être toi. Mais alors j'ai encore quelques questions en vrac, si tu veux bien, pour approfondir tout ça. Bien sûr. D'abord, finalement, est-ce que tu aimes les silences ? C'est marrant parce que moi j'adore le silence. Je suis très on ou off en l'occurrence. C'est-à-dire que par exemple là quand on enregistre ce podcast, ça fait peut-être 2 mois que je me suis planquée en Normandie pour écrire entre autres, pour avancer sur mes sujets. Dans ces 2 mois, alors j'ai mes parents qui sont pas très loin, mais j'ai vu 2 potes qui sont venus. Et tout le monde me dit, mais tu fais rien pendant les vacances, etc. Et moi, le simple fait d'être juste avec moi-même, je trouve ça super cool. Donc en fait, j'aime le silence, j'ai pas peur du vide. Moi, je me rappelle d'ailleurs, ado, une pote qui me dit, oh là là, quand même, ne rien faire un samedi soir. Et ado, peut-être 25 ans, tu vois, un peu plus tard. Et moi, je me disais, mais au contraire, moi, j'adore ne rien faire un samedi soir, en fait. Et c'est vrai que je suis très, on va dire, très pro-silence. Et à l'inverse, j'ai des périodes où, in fine, dans mes journées, je vais voir plein de personnes, je vais avoir des soirées, des cocktails, des machins. Et je trouve que l'un vient nourrir l'autre. Clairement, tu vois, tout à l'heure, on parlait des émotions. Moi, en fin de journée, j'ai besoin de redescendre, par exemple. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des sens. Comme je suis très soumise, en fait, à l'énergie d'un point de vue général d'une pièce, d'un lieu, de gens, etc., etc. Par exemple, quand je rentre le soir chez moi, il faut que j'arrive à me vider de tout ce que j'ai encaissé pour revenir à mon état de moi-même. Et tu as des petites procédures qui fonctionnent bien pour ce genre de... Alors moi, il y a un moment donné où je prenais une douche, tu vois, j'avais l'impression que la douche, elle me lavait en fait de la journée. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. Mon enjeu, c'est juste de me remettre dans mon énergie. Et donc, ça va être d'aller, faire des trucs dans mon appart, chez moi. Ça va être de regarder parfois une série. Ça va vraiment être quelque chose qui est centré autour de ma petite vie, de mon petit rythme, de mon
petit confort, ça va être d'accepter que par exemple je rentre à minuit, je n'arriverai jamais à aller me coucher à minuit, il va falloir d'abord que j'ai une sorte de sas où je revienne en fait à moi-même pour faire tout descendre clairement en fin de journée. Et je voulais aborder avec toi les moments de transition justement par rapport à la nuit, donc le lever et le coucher. Donc tu as abordé tout à l'heure comment tu gérais un peu la remise au calme avant l'endormissement du soir. Est-ce que le lever est aussi un moment d'énergie un peu différente, ou est-ce que ça ressemble assez bien à ce que tu nous as décrit parce que tu es un peu en on-off et tu démarres direct, ou bien c'est pas avant quelques cafés que tout se met en route? Est-ce que j'ai le mode diesel? Alors ce que j'ai pas précisé sur le mode coucher, c'est qu'effectivement, je le dis publiquement, de toute façon mon dernier livre, ça s'appelle TDAH, et alors c'est que j'ai un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout à l'heure, je t'ai évoqué le time blindness qui fait que j'ai pas de rapport au temps. Et en fait, ce côté un peu qui pour moi me préserve, tu vois, d'avoir des passions, des sujets passionnels où je suis hyper focus. En fait, tout ça, c'est des symptômes aussi du TDAH, mais qui font que parfois, je peux me passionner pour un sujet de 7h du matin jusqu'à 2h du matin sans avoir pensé ni à manger, ni à aller aux toilettes, ni à faire autre chose. Et sans aussi avoir oublié d'aller dormir en fait, tu vois, parce que aller dormir ça ne m'intéresse pas. Et dans le trouble de l'attention, en fait, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'exécutif, qui sont, par exemple, j'ai des problématiques avec les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est le fait de planifier, de programmer, d'anticiper. Ce qui pour moi, et je l'ai très longtemps dit avant de comprendre que j'avais un TDAH, je me disais, mais moi je suis une hédoniste, je vis l'instant présent, je trouvais ça chouette, sauf que l'hédonisme, ça peut te poser des problèmes d'un point de vue factuel quand tu dois anticiper ne serait-ce qu'un billet de train, des vacances avec tes potes, etc. Mais pour moi, ça a été quand même, je me rends compte que ça a, pour beaucoup de personnes, par exemple, avoir un TDAH, ça vient avec ce qu'on appelle des comorbidités, donc d'autres sujets qui vont être de l'ordre de l'anxiété, de la dépression, par exemple. Moi, j'ai plutôt vécu ça comme avec des inconvénients du quotidien, mais avec le fait de me dire que je suis capable d'emboîter sur un sujet, que ça me préserve aussi quelque part de l'angoisse parfois que certains peuvent vivre du futur. Alors c'est pas, on a tous un TDAH qui est différent, et de fait le lever est très différent pour moi d'un jour à l'autre. C'est vrai que forcément quand tu as des sujets avec le sommeil où tu te couches plus ou moins tôt, déjà normer tes levées est quelque chose d'assez compliqué. Quand tu as un trouble de l'attention, c'est assez difficile en plus d'avoir des routines. Par contre, c'est certain que le matin, je vais pas être naturellement de mauvaise humeur. Je vais plutôt, je vais pas non plus me dire waouh, encore une belle journée, tu vois. Je ne présuppose pas de ma journée, je vais la vivre pleinement. Après, j'ai quelque chose d'assez typique pour des personnes qui ont TDAH, mais aussi pour d'autres. J'ai l'impression que quand je me lève le matin, c'est un peu, et c'est vrai que j'en parle dans TDAH et alors dans le dernier bouquin, j'ai l'impression de lancer une sorte de roue, un peu comme la roue de la fortune. Tu sais, tu lances ta roue, ça tourne, et en fait, il y a 3 modes chez moi. Soit je vais être à donf, vraiment, je vais être à fond, je vais faire plein de choses. Soit ça va être nada. Mais même le simple fait de me déplacer d'une pièce à l'autre va me demander un effort considérable. Je vais avoir l'impression de zoner toute la journée. Et soit, je vais être il se passe rien. En fait, je zone et puis tout d'un coup, à un moment de la journée, je pars en faisant plein de choses, plein de projets. Donc vraiment, et j'ai beau mettre en place toutes les stratégies la veille en me disant demain matin je vais faire ça, organiser comme ça, machin. En vrai, j'ai l'impression de tourner la roue de la fortune tous les matins et de découvrir ma journée. Avec le temps, avec la compréhension, j'ai appris à accepter le fait d'avoir des journées où il se passe rien en me disant c'est pas grave, il y a d'autres journées où je compense comme une maboule en fait, et en me disant ça c'est ok en fait. Et c'est très compliqué dans une société où on est très linéaire, tu vois. On demande une production plutôt constante exactement, on attend de toi que tu sois productif tous les jours, etc., ce qui est logique, mais moi je me suis rendu compte que je suis vraiment profondément cyclique, et j'ai appris aujourd'hui à m'optimiser. Je me dis les jours où j'ai le jus, j'y vais, et les autres je n'y vais pas, quoi. Et ça c'est symptomatique d'un TDAH?
ce genre de cycle? Alors, c'est beaucoup de personnes qui ont un TDAH ont ce symptôme. Mais c'est pas, en fait, ça fait pas partie de la liste des symptômes caractéristiques, cette notion d'apathie. Ce qui fait partie de la liste des symptômes caractéristiques, c'est le fait d'être hyper focus ou pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on va être capable souvent de faire, je sais pas, de gérer des projets de ma boule, mais alors envoyer une feuille de soins, répondre à un questionnaire en temps et en heure pour les impôts, tu vois, ça va nous mettre dans un état de presque de sidération, en fait, où on va pas le faire alors que c'est pas du tout compliqué. Mais on va avoir vraiment cette sorte de deux comportements qui sont aux antipodes l'un de l'autre, en fait. Et donc forcément, ça va derrière se marquer par aussi des pics d'énergie, en fait, sur certains sujets qui forcément derrière te mettent parfois à plat pendant 3 jours, et avec une sorte de ce que l'entourage va dire, parfois t'es pas constant, des choses comme ça. Mais le TDAH, d'un point de vue général, pour ceux peut-être qui connaissent pas, je vais donner les 3 trois grands points qu'on évoque, c'est de l'impulsivité. Donc ça va être de l'impulsivité, et par impulsivité ça va être dans le quotidien, de se dire tiens, je vais me mettre à commencer un nouveau projet alors que je suis en train de faire autre chose. Ça va être le fait de couper la parole aux autres parce qu'on trouve qu'ils parlent pas assez vite, et tout ça en culpabilisant parce qu'on sait que c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Mais tu vois, naturellement voilà, c'est ça qui vient, et ça te demande beaucoup de contrôle, en fait, de pas le faire. L'impulsivité, ça va être, tu vas manger un peu parfois pas du tout ce qu'il faut parce que tu n'auras pas anticipé les repas. Parfois tu vas avoir d'autres addictions, un drogue, machin, parce que tu es impulsif. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as de l'inattention, en fait. C'est-à-dire que par exemple, tu vas être en train de parler, tu vas penser en même temps à autre chose. Tu vois, je vais être en train de te parler, je vais voir mes livres, je vais penser, tu vois, je vais me décentrer de la conversation, je vais faire des erreurs, je vais avoir des problématiques de mémoire à court terme parfois. Oui, parce que tu as des sujets en parallèle dans ta tête, quoi. Oui. Exactement, tu as une vie en parallèle qui se mène dans ta tête souvent, et comme ça s'appelle le trouble du déficit de l'attention, on a toujours l'impression que c'est qu'on n'a pas d'attention. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a l'attention qui est généralement partout en même temps, en fait, tu vois. Et le troisième point, c'est l'hyperactivité. Alors, on dit généralement avec ou sans hyperactivité, parce qu'on peut avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité. En fait, l'hyperactivité, elle peut être, je parlais tout à l'heure de mon intérieur, moi je te mettais mes petites fleurs, elle peut être dans le foisonnement de pensée, elle peut être dans du micro-mouvement. Depuis qu'on se parle, j'ai une chaise, tu sais, qui tourne, mais j'ai fait peut-être 50 fois déjà le tour de moi-même. Tu vois, avec ma chaise, et c'est marrant parce que quand tu passes les tests, tu vois, on demande à ton entourage, et j'avais demandé à mon entourage, en fait, des feedbacks, dont des personnes de mon équipe, et une fille de mon équipe qui avait marqué « gigote beaucoup ». Et en fait, si j'ai bien compris ton parcours, ce diagnostic est venu assez tard pour toi, et donc est-ce que c'est quelque chose qui t'aide, en fait, d'avoir mis des mots là-dessus? Comment est-ce que tu regardes tout ça maintenant que tu as une autre lecture, évidemment, de ta vie? Alors c'est vrai que c'est important de le dire, le trouble de l'attention, normalement on l'a depuis l'enfance, et en fait les petites filles sont moins diagnostiquées que les petits garçons parce que ça s'exprime pas forcément de la même façon déjà, et d'une, et de deux, ça peut passer complètement sous les radars parce que tu as compensé, parce que tu travaillais vite, tu as compensé parfois par de l'intelligence, tu as compensé, et puis parce que tes notes étaient pas dégueulasses, et parce que tu vivais plutôt bien socialement avec tes copains. Et moi c'est vrai que j'ai eu plein de facteurs chance. J'ai une famille, je pense, qui est aussi concernée par le trouble de l'attention d'un point de vue global et général. Mes copains, depuis la primaire, que j'ai encore aujourd'hui, ils sont tous un peu des atypiques. Donc en fait, moi, tu vois, j'en ai pas souffert à proprement parler. Je suis allée vraiment poser un diagnostic le jour où j'étais en souffrance. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais des petites fleurs qui poussent. Là, maintenant, comme je me suis bien régulée, je les vois comme ça, mais à un moment donné, j'avais l'impression de partir en permanence dans le décor. Tu vois, que les petites fleurs, elles poussaient un peu. Tu vois, elles sortaient, moi, c'est ce que je dis dans le livre, ça, le TDAH sortait par tous les pores de ma peau. Et c'est comme pour faire une métaphore, comme si les petites fleurs poussaient partout, et que j'arrivais plus, en fait, à me réguler. Tout à l'heure, je te parlais des billets de train. C'est bête, la problématique d'un billet de train quand t'as
voilà, en tout cas pour moi, dans mon trouble de l'attention, c'était hyper compliqué parce que mais je les prenais à l'envers, je les prenais dans le mauvais sens à cause de l'inattention, à cause de l'inattention. Comment dire, je me prenais des amendes, je les prenais pas à la bonne date. Enfin, et en fait, je m'en sortais plus dans la vie quotidienne factuelle. Et pour répondre à ta question, donc avoir un diagnostic, ça m'a permis deux choses. Ça m'a permis à un moment donné de remonter la pente et j'ai même eu des médicaments pour le trouble de l'attention parce que et là tout d'un coup j'ai eu l'impression d'être dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Donc j'ai réussi à remonter en fait, à tout réguler parce que vraiment je m'étais vraiment laisser aller à cet hédonisme en fait, sauf que quand t'as une boîte, quand t'as une vie, ça marche pas en fait. Et le fait d'avoir mis un mot sur ce trouble, ça m'a permis derrière de mettre tout un tas de mesures adaptatives dans ma vie quotidienne. Je ne changerai pas ma personnalité, je serai toujours soit pas intéressée, soit hyper focus, mais j'ai réussi, on va dire, à mettre en place des régulations, tout simplement pour me permettre de mieux vivre en interaction dans la société, en étant à la tête d'une entreprise, etc., etc. Et justement, ça m'amène à une question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu t'imposes une certaine discipline pour ton mental ? C'est marrant parce que quand tu as un TDAH, ce qui t'aide le plus, c'est les routines, et ce que tu détestes le plus, c'est les routines. Parce que forcément, elles te contraignent. Alors, non, j'ai pas de routine, mais tout simplement parce que comme je suis beaucoup en déplacement, en donnant des conférences, c'est très difficile. Après, évidemment, avec le temps, je me fais des contraintes, je me mets des deadlines, je me mets des systèmes de récompense. Si je fais ça, alors j'ai ça. En fait, qui sont des façons d'hacker mon cerveau en permanence. C'est pas vraiment des routines, mais c'est plutôt des ressources que j'ai dans ma botte. Tu vois, à la fin de la journée, de bien noter tout ce que j'ai fait en me disant, même si tu as fait des choses qui n'étaient pas ce que tu devais faire, tu les as quand même faites. J'essaie aussi de me faire des to-do list. Enfin voilà, j'essaie de faire. J'ai une palette de ressources, mais je suis pas très bonne pour tenir les routines. Pour tenir le cap. Non, je suis pas très bonne pour tenir le cap. Après, j'ai aussi des personnes ressources, tu vois, que je sais que j'appelle. Ah oui, il y a aussi l'entourage qui peut servir de balancier. Exactement, j'ai des potes à qui j'ai dit attention, mettez-moi en vigilance si vous voyez que je pars dans le décor, tu vois. Si je m'emballe. Si je m'emballe, même mes équipes, je leur ai dit bon, là l'objectif c'est ça, si vous me voyez partir faire autre chose, vous me ramenez. J'ai, quand je suis un peu stressée, des ressources de personnes autour de moi, tu vois, qui font des méditations, des machins, des natures, qui peuvent aller me permettre, tu vois, de me dire, je sais quand je les vois, ça m'apaise, tu vois. Donc il y a un peu, et vraiment créer une sorte de système autour de système global, en me disant il y a toute une palette de ressources, et en arrêtant aussi, parce que c'est très compliqué en fait, en tout cas pour moi, la notion de culpabilité, parce que comme tu es frustré en permanence parce que tu as envie de faire plein de choses dans ton cerveau, t'as pas la notion du temps, donc tu as l'impression que tu peux faire en 2 minutes un truc qui met 4 heures. Tu sais, tu as cette notion de, tu sais, tout à l'heure je te disais de foisonnement d'idées, mais le problème c'est que ces foisonnements d'idées, parfois la concrétisation elle est pas possible tout simplement dans un espace-temps, donc voilà, c'est donc aussi accepter c'est accepter cette frustration permanente, accepter le temps long en fait. Donc tu vois, ça c'est plein de choses que j'ai apprises qui m'ont permis de sortir de cette notion de frustration. Voilà, je vais pas me flageller par exemple d'un truc qui s'est pas passé, je vais me dire bon voilà, je suis frustrée, c'est un fait. En fait, je vais regarder les choses avec une sorte de lucidité, en me disant bon, c'est comme ça, maintenant comment est-ce que j'essaie d'améliorer si j'arrive à améliorer. Oui, c'est génial. Donc en fait, tu as quand même réussi à créer pour toi et autour de toi un environnement qui te permette de rester un peu dans là où tu as envie de rester, quoi, de pas pouvoir partir dans tes extrêmes qui sont pas forcément complètement. Complètement. J'ai des fidgets, tu sais, c'est des petits trucs à tripoter sur mon bureau. J'ai des chaises qui roulent pour l'hyperactivité. En fait, tu vois, j'ai mis en place tout un tas de machins en permanence, en me disant je changerai pas en fait, tu vois, ça se changera pas, c'est incarné. C'est ça. Puisque je suis comme ça, mettons en place. Exactement. Ok. Voilà. Et si tu veux te déconnecter complètement parce que tu veux mettre un peu ton cerveau au calme, c'est quoi ton arme de distraction la plus massive et un peu honteuse ?
les séries. Honnêtement, je regarde, j'ai Friends, The Big Bang Theory, tu vois, des séries. Je sais pas, je les ai vues peut-être 50 fois à ce stade-là. Mais en fait, comme j'ai du mal à faire taire le cerveau en m'endormant, je suis très friande de séries pour m'endormir. Mais le problème, c'est que pour moi, une série de 25 épisodes, c'est un film. Donc, comme je sais pas gérer le temps, je suis impulsive, je suis capable de t'enchaîner les séries pendant toute une nuit. Ah ouais. Et pas de système de régulation. Donc je prends pas des séries que je connais pas, hein. Mais je vais avoir moi, ce que j'ai toujours dit, par exemple, que Friends, c'était un doudou, en fait. Comme j'ai aussi vécu à l'étranger, je partais avec Friends, c'était un truc de réconfort, en fait. Moi, j'avais un peu de France quand j'ai été aux États-Unis, machin. Et donc, tu vois, vraiment Friends, je regarde, je déconnecte, alors que pourtant je connais par cœur en vrai, mais je sais pas, je pense que j'ai créé un stimulus un peu comme tu sais, comme quand la cloche, quand on appelle les chiens, tu sais, ça t'apaise. Bah ouais, en fait, ça me met dans un état d'apaisement et vraiment, pour être encore plus honteuse, j'ai Friends, je suis Gossip Girl, tu vois. Disons-le. On a le niveau tout. Mais peut-être que c'est parce que je me rappelle, c'était tourné quand j'étais aux US et du coup, tu vois, il y a un truc peut-être assez enfantin. Mais ça, vraiment, immédiatement, je fais ça, je mets clairement mon cerveau en off. Dans les trucs honteux, j'ai presque envie de te dire tous les sujets un peu passionnels à un instant T qui me mettent mon cerveau en off. À un moment donné, j'ai été passionnée par Harry Styles, que j'avais découvert en 2022, alors que tout le monde le connaît depuis 2012. Je sais pas, je vais regarder toutes les vidéos pour comprendre le parcours artistique du mec. Et ces trucs d'hyper-focus un peu passionnel, finalement, tu mets ton cerveau en off sur un truc, tu mets ton cerveau en off de ce qui va te stresser pour un truc qui va t'enthousiasmer à un instant T, et c'est de temps en temps ridicule, en fait, tu vois. Tu le mets à fond sur une chose et en fait, ça t'apaise, quoi. Et c'est même pas fait exprès, hein, généralement, c'est juste que voilà. Après, je suis pas du tout soumise aux réseaux sociaux, par exemple. Comme là, je regardais mon temps sur le mois d'août, alors que pourtant normalement c'est un mois où t'as plus de temps en fait à passer sur les réseaux. Je suis à 8 minutes par jour d'Instagram, en fait. Sachant que je bosse sur Instagram, donc je pense que c'est vraiment. Je suis pas du tout soumise, je suis pas soumise aux réseaux sociaux. Je me dis que c'est une chance, hein. Mais voilà. Plutôt aux séries. Non. Plutôt les séries et plutôt de façon et des trucs qui sont obsessionnels. Là, je me suis mise à me prendre de passion pour le référencement. Tu vois, j'ai écouté des vidéos, toutes les vidéos d'un mec américain, je sais pas, mais de façon un peu obsessionnelle en fait. Mais voilà, ça me fait des sources de connaissances un peu cheloues, mais en fait, ça t'enrichit quelque part, donc, mais ça te décharge aussi. Ça se déconnecte, tu te déconnectes du reste, quoi, pendant ce temps-là. Alors maintenant, un petit quiz sur le thème de ta vie intérieure versus les autres. D'abord, est-ce que tu es plutôt grand bain de foule ou île isolée ? Île isolée et vraiment au-delà de 3 personnes, de toute façon, je n'en sors pas en fait. Ça marche pas. Donc vraiment plutôt île isolée. Est-ce que tu penses souvent à la vie intérieure des autres ? Non, je me dis souvent que des personnes sont merveilleuses et qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes pour révéler leur merveilleux. Donc, je sais pas si on appelle ça la vie intérieure, mais non, je pense pas à la vie intérieure des autres. J'ai plutôt beaucoup d'empathie en fait. De temps en temps, quand je rencontre quelqu'un, où je me dis il n'a pas rencontré les bonnes personnes encore dans sa vie pour lui permettre d'exprimer en fait. Tu vois le potentiel en eux, mais c'est ça, c'est ça. Et je l'ai vu sur pas mal d'artistes notamment. Tu sens qu'ils sont incroyables et tu sens qu'ils sont pas du tout bien entourés. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelqu'un ou quelque chose qu'on t'aurait dit et qui a influencé de manière positive ta relation à toi ? Alors, quelque chose qu'on m'a dit, je sais pas. Voilà, tout va bien. Ah si, peut-être j'ai quelque chose qui m'a beaucoup c'est une chamane qui m'avait partagé ça un jour, qui m'avait dit en fait, on est souverain.
Catherine, toi, tu es souveraine. Tu vois, on est souverain dans notre propre corps, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire, on a le choix. Il y a que nous qui vivons dans notre propre corps. Je sais que cette phrase, elle a beaucoup, tu vois, elle a beaucoup résonné en se disant, qu'est-ce que je laisse, entre guillemets, me pénétrer, par exemple, les propos des autres, les remarques, les machins. J'aime bien cette notion de souveraineté aussi. Oui, ça te remet aux commandes un peu. Ça me remet aux commandes et ça nous remet aussi dans notre responsabilité aussi d'un point de vue global. Je la trouve intéressante. Je trouve que ça a résonné en fait. Je sais pas trop dire pourquoi, mais je sais que ça fait partie des propos qui ont le plus résonné effectivement. Et sur les réseaux sociaux, tu te parles comment quand tu postes quelque chose? À moi, je me parle. Oui. Je pense que je me parle pas forcément à moi. Je parle. Je dis la même chose que ce que je dirais à mes meilleurs potes. D'un point de vue général. Et quand je poste quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est généralement assez introspectif. C'est juste parce que je me suis fait une conclusion à moi-même que j'irai partager à ma pote ou à mon pote. Et donc, ça va être, tiens, j'ai appris quelque chose, ou je vais faire un pas de recul. Ça va vraiment être presque une conclusion personnelle que je vais partager avec les autres, mais juste dans une envie de partage. Et c'est pour ça que parfois, il y a eu des longues périodes où je postais rien, parce que j'apprenais pas assez de choses, parce que je me parlais pas assez, parce que j'étais pas du tout dans ces sortes de récarts, en fait. Et là, par exemple, je suis dans une période où j'ai plein de choses à raconter, j'ai plein d'idées, je suis foisonnante, tout simplement parce que je suis à la campagne depuis 2 mois. Le silence, voilà, pour reboucler avec tout ce qu'on a pu dire. Et, mais ça va vraiment être de l'ordre de, alors je dirais pas de l'intime, parce que tu vois, je partage pas du tout ni ma vie perso, ma vie familiale, etc., mais ça va vraiment être ce que je vais partager naturellement avec les copains, quoi, en fait, avec mes meilleurs potes. Et tu te parles comment quand tu lis ce que les autres ont posté? Là, ce qu'ils ont posté d'un point de vue général, réseaux sociaux comme le reste, je suis vachement enthousiaste. En fait, je suis très très admirative de la créativité d'un point de vue général. Comme pour moi, c'est quelque chose qui est un peu au cœur de ma vie. Je suis hyper admirative quand quelqu'un a trouvé une bonne métaphore, quand quelqu'un va avoir trouvé les bons mots, une belle illustration. Je vais être très 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 enthousiaste d'un point de vue général. Il fut une période où j'allais moins bien, où j'étais vachement critique quand je voyais que les gens reprenaient des contenus. Forcément, moi, comme j'ai une grosse culture américaine, et quand les gens reprenaient des contenus américains en se les appropriant, ça me posait beaucoup de problèmes, et jusqu'à ce que je me dis non, c'est qu'il a sous besoin de faire croire ou de se rassurer, d'avoir l'attention. Donc j'ai complètement enlevé le jugement en fait de l'autre souvent maintenant, globalement de ma vie. C'est-à-dire que même ce que je cautionne pas, machin, je sais que j'ai pas les tenants les aboutissants. Donc ça c'est je trouve que quand on enlève le jugement de sa vie, ça aide vachement en fait. Oui, ça allège les relations aux autres et les relations à soi aussi. Ouais. Et pour terminer cette partie sur ta vie intérieure et les autres, est-ce que tu dis souvent que ça va alors qu'en fait tu ne le penses pas? Je ne dirais pas à quelqu'un que ça va si ça ne va pas, c'est-à-dire que je serais plutôt dans la fuite en fait. J'attendrai que ça passe, mais voilà, j'attendrai parce que je sais que les choses ça passe en fait. Et pour terminer, cette petite voix qu'on a dans la tête, donc elle nous permet de planifier, d'organiser, d'anticiper, ce genre de choses qu'on a abordé précédemment. Mais elle nous permet aussi de réfléchir à elle-même et au sens de la vie d'une manière plus large, ou donner du sens aux choses si on veut. Alors j'ai encore quelques petites questions subsidiaires pour toi avant de terminer. Pour commencer, pour ta prochaine vie, tu choisiras de nouveaux humains ou tu te laisserais bien tenter par autre chose? C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que je choisirais pour ma prochaine vie? Moi je trouve l'expérience humaine assez intéressante d'un point de vue général. Ouais, je pense que je dirais qu'est-ce que j'aimerais bien être d'autre à part un humain. Je pense que je choisirais vraiment. Ça me plaît bien en fait. Et c'est quoi ton talon d'Achille, la fragilité qui t'encombre le plus en ce moment? Mon rapport à la nourriture, parce que en étant impulsive, je peux faire des crises d'hyperphagie ou des choses comme ça. Donc je sais que tu vois, ça aussi, je sais que c'est quelque chose. Je vais devoir mettre en place des nouvelles routines parce que maintenant j'ai compris aussi à quoi c'était dû, notamment au trouble de l'attention, entre autres évidemment. Et du coup, il va falloir que je structure des nouvelles routines. Donc là, c'est vraiment mon talon d'Achille, d'autant que je suis dans un métier d'image et que comme je suis capable de prendre et de perdre 20 kilos, à peu près tous les ans, en fait, ça, il faut que je sais qu'il va falloir que je le régule. Non pas que ce soit une zone de souffrance, mais c'est une zone de constat en fait. Et c'est pénible. C'est juste le constat et c'est pénible.
Donc, il va falloir que je le mette en place. Mais on va dire que c'est ça mon talon d'Achille. Voilà, concrètement aujourd'hui. Et ton super pouvoir alors ? L'émerveillement. Je pense que c'est vraiment un super... la simplicité, l'émerveillement, je pense que ça m'aide vachement en fait. Est-ce que tu parles à tes morts ? De temps en temps, pas de façon... Je me pose pas la question, tiens, qu'est-ce qu'ils en penseraient, etc., etc. Après, c'est vrai que les dernières personnes qui sont décédées pour moi, c'était mes grands-parents. Donc, ça fait déjà plusieurs années, on va dire. Donc, tu vois, j'ai pas dans mon passé proche forcément ça. Mais ouais, de temps en temps, ouais, j'y pense, j'en parle. Ouais. Et est-ce que tu crois qu'il y a un ordre quelconque dans l'univers, quelque chose qui explique tout ça ? Ouais. Pour moi, il y a une sorte de... pour moi, l'ordre, il est mouvant, en fait. Je nous vois un peu tous comme des petits points lumineux où les parcours se croisent. Tu vois, aujourd'hui, toi, moi, on se croise. Les auditeurs, aujourd'hui, qui croisent ce podcast, on se croise. Et en fait, on a tous une sorte d'impact sur la vie des uns des autres qui crée un univers qui est vivant, où tout est connecté, en fait. Et j'ai toujours bien aimé les films un peu comme Love Actually, tu vois, où on voit les parcours de vie des uns et des autres. Et pour moi, c'est vraiment ça le vivant. Donc, ouais, il y a un grand ordre, alors alors forcément, j'ai étudié la physique quantique pendant mes études et je vois un peu toutes les potentialités, tous les parcours se croisent. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça, en fait. Et je trouve ça merveilleux, en fait, de dire ça. Et pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé découvrir beaucoup plus tôt en termes de relation à ta vie intérieure ou ton discours intérieur ? En fait, j'aurais aimé plutôt me dire accueillir toutes mes formes de vulnérabilité, être moins culpabilisée, de me dire je suis pas dans la norme, je suis pas. J'ai eu cette liberté de le faire par rapport à mes parents, mais quand même une sorte de culpabilité à un moment donné de me dire quand même je suis pas la norme des autres, même mes choix de vie en fait, parce que j'ai imposé certains choix de vie. Je suis partie à l'étranger, j'ai fait ceci après 30 ans quand les gens autour de moi avaient des bébés, moi j'ai lancé un projet, tu vois, j'ai fait des choix de vie qui n'étaient pas les choix normés, mais j'en avais la totale liberté, mais je me suis j'enlèverais un peu tous ces questionnements de rapport est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou est-ce que ça qu'il faut pas faire. J'ai eu la chance d'avoir cette liberté de le faire, donc mais ouais, je crois. Eh bien, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. J'espère que tu as aimé l'exercice. Hyper intéressant, hyper challengeant aussi, parce que c'est hyper intéressant. Et alors là, je vais essayer post ce podcast de pas revenir en arrière, me dire j'aurais dû dire ça. Mais c'est hyper intéressant. C'est presque des exercices qu'on peut faire à des gens. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs en guise de conclusion sur un point précis ou la santé mentale en général ? En fait, déjà, la santé mentale, qu'est-ce que c'est la santé mentale ? Parce que sur certains, en France, on va dire que t'entends des voix, t'as un trouble. Dans d'autres pays, on va dire que t'es comment ça s'appelle une personne sage et connectée, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que ce sujet est hyper touchy. C'est pour ça que moi, je me rapporte à la santé mentale d'un point de vue factuel, à quel point ça pose des petits problèmes dans ton quotidien. Oser s'interroger, se dire que c'est pas mal en fait, tu vois, d'être différent, ça serait vraiment mon message. Et cette notion de simplicité, tu vois, quand j'ai parlé du TDAH, j'ai hésité, j'ai quand même eu du temps aussi à en parler pour X raisons, et tout d'un coup j'ai plein de gens qui se sont ouverts en me disant moi j'entends des voix, moi je vis ça, et c'est aussi plus on osera raconter en fait, un peu comme on fait dans ton podcast aussi, l'envers du décor, à l'intériorité, plus les autres seront peut-être aussi soulagés. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est ce soulagement de se dire je suis pas la seule en fait. Tout le monde se pose des questions, et ma vraie conclusion d'aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est vraiment pour moi la différence, la neurodiversité et globalement la différence dans sa grande largeur en fait. C'est parfaitement ok. On est tous différents, on est tous le différent de l'autre. Tu vois, tu vois, on dit on est tous le contre quelqu'un, on est tous le différent de quelqu'un, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle discussion. Et puis, on peut aussi rappeler aux auditeurs ton actualité, puisque ton dernier livre, qui s'intitule TDAH et alors, vient de paraître aux éditions Michel Lafon, et qu'on peut toujours te retrouver sur ton site catherinetesta.com ou être sur ton site l'optimisme.com. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton actualité ?
Et surtout sur les réseaux. Moi, je suis surtout sur LinkedIn, en fait, peut-être. C'est là où je publie le plus de contenu. L'optimisme.pro aussi, côté monde du travail. Mais c'est vraiment LinkedIn où, sur les pages, on essaie justement d'insuffler un regard aussi un peu différent et un peu de, je dirais, de légèreté sur des sujets qui sont vachement sérieux, en fait. Donc, pour juste faire du bien. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt alors. À très bientôt, merci beaucoup. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.